Un an après le démantèlement de la jungle de Calais, que sont devenus les 8 à 10 000 hommes, femmes et enfants évacués? Cette opération était-elle la solution? Le sort des migrants s'est-il amélioré? Ce sont les questions auxquelles répond ce nouveau numéro d'Enquête de région. Bienvenue à tous. 5 minutes, ça fait, pour nous, ça fait comme 2 heures, 3 heures, parce qu'on pense à la mort à chaque fois. Quand on agit en empathie avec ces personnes, on se dit que j'aurais cette force de caractère moi-même. Ah, la jungle, elle est terminée. Non, on a dépassé le problème. Vous donnez de l'eau, mais on va le faire en vous traitant comme des moins que rien. J'ai honte de mon pays quand je vois ça. 4 reportages sur la route de ces exilés. Ils ont quitté la jungle, mais leur calvaire continue, tandis que la ville de Calais tente de reconstruire son image. Ces associations à qui on donne toute puissance dégradent la qualité de vie de la population calaisienne. Désormais dispersés dans les centres d'accueil et d'orientation, vous verrez comment des migrants ont commencé à se reconstruire. Le premier jour, ça a été beaucoup de travail, mais c'était bien aussi, parce que j'aime bien bouger et j'aime pas rester comme ça et j'attends que chose il arrive à moi. Non, comme j'ai dit, rien de facile, mais tout c'est possible. Mais pour la plupart, l'avenir est plus qu'incertain. Les services de l'État, comme le SAMU social, sont souvent débordés. Et vous verrez que la citoyenneté s'organise. Je ne m'attendais pas autant, pas autant de solidarité, mais il y en a réellement dans la Picardie. Alors aux côtés de ces anonymes, des élus s'engagent comme Damien Carême. Le maire de Grande-Synthe a tenté la traversée des migrants entre le Maroc et l'Espagne avec des militants d'Emmaüs. Il faut ramer, ici comme dans la vie, il faut ramer quand on mène des dossiers, quand on porte des dossiers, mais on y arrive, voilà, on va y arriver ce matin et c'est vrai aussi pour les combats qu'il faut mener, c'est pas toujours simple. Et pour aller plus loin, nous rejoindrons notre invité en duplex de Paris, Mathieu Tardis, est spécialiste des migrations à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Migrants et après la jungle, enquête de région, c'est parti. Ils ont toujours pour seul horizon l'Angleterre, mais pour certains migrants, Calais reste l'impasse ultime. Il y a un an pourtant, la jungle était rasée. Depuis, la France a-t-elle apporté des réponses à cette crise migratoire? Calais n'est plus désormais le seul point de fixation. Normandie, région parisienne ou encore Picardie, nous le verrons, sont désormais des étapes sur la route vers l'Angleterre. Un an après, où sont les migrants? Une enquête à Amiens signée Pierre-Guillaume Crégnoux et Thomas Porlon. Sur ce banc d'Amiens, des sans-visage, sans-abri, sans-papier. Ils auraient pu être du Soudan, du Mali. Ils sont guinéens cet après-midi. Trois fois par semaine, 4 fois par semaine, on est dehors. On dort sur les gazons, par terre, avec la fraîcheur. Vous me voyez même, je tremble. Oui. Voilà, donc je suis obligé de rester comme ça. Et depuis qu'on a mangé à midi, jusqu'à maintenant, on n'a rien mis. Sauf que tu ne bois que de l'eau seulement, juste pour passer toute la nuit jusqu'au petit matin. Ça fait 6 mois que je suis dans cette situation. Alors que vous êtes demandeur d'asile? Oui. On vous a dit que demandeur d'asile, normalement, vous devriez avoir un logement? Effectivement, on nous a dit à la préfecture, on pensait même à une fois ici, là, ils vont nous donner le logement. Mais quand on est venu vers Kualia, ils ont dit là-bas, il faut qu'on appelle 115. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est couverture pour survie. C'est que 115 nous donne pour la... ce qu'il vous l'a donné? Effectivement. Le 115, le SAMU social, leur bouée de sauvetage. Chaque jour, appeler, harceler pour un hébergement et fuir la rue. Maintenant, ils ont dit de rappeler encore à 22h. À 22h, vous saurez si vous dormez dehors ou pas. L'attente sera longue pour eux. Nous les retrouverons plus tard. Sur la route de ces migrants, la Picardie, c'est le choix par défaut. Pour certains, c'est l'impasse, d'autres y voient une étape pour se reconstruire.
Mohamed, Shadia, leurs enfants, ont fui la Syrie. Ah oui, d'accord. Donc Daesh, en fait, il les avait enfermés dans un secteur. Ils ne pouvaient pas sortir, ni rentrer. D'accord. Donc en fait, ils ont vendu tous leurs biens et avec, ils ont pu partir en Turquie. C'est la France qui a pris en charge le transport en avion de la Grèce à Lille. Réfugiés à Amiens, choisis par la France, logés, un toit, des papiers, loin de l'horreur et loin de Daesh. Alors, c'est ta chambre. La suite, ce sont ces simples citoyens comme Fatima qui les ont aidés pour se meubler entièrement, grâce notamment aux réseaux sociaux. Vous ne attendiez pas à ce que ça marche? Je ne m'attendais pas autant, ouais. Pas autant de solidarité, mais il y en a réellement dans la Picardie. Tu m'envoies ton bulletin, d'accord? Près de Paris, sur la route de l'Angleterre, la Picardie reste à la croisée des chemins. Mais pourquoi l'exil de ces migrants s'arrête-t-il ici? Les tout derniers migrants de la jungle avaient été évacués manu militari par les forces de l'ordre. On repart porte de la Chapelle, l'actualité est là-bas ce matin. Plus de 1600 migrants évacués depuis tôt ce matin. Certains migrants quittaient ce camp en poussant leur propre caravane. Calais démantelé, porte de la Chapelle évacuée, chassés des campements, les migrants sont éparpillés, relégués plus loin encore, en Normandie ou en Picardie. Abdulhamid et Muntaz ont quitté Paris il y a un an. Les deux Pakistanais ont pu s'appuyer sur Céline Brunel. It's a place where you can have the French lesson, but we have to find the volunteers. On doit trouver les volontaires. Pour trouver ces volontaires, vous les trouverez grâce à Facebook notamment? On va essayer de faire un appel dans Facebook. On va demander dans le réseau quels volontaires peuvent venir ici. Ni ONG ni association, Céline Brunel a simplement créé une page Facebook d'entraide entre Picards et migrants. Hébergement d'urgence, manuel scolaire, cours de français, de la débrouille en ligne. Au départ, l'impulsion première a été de pouvoir apporter une aide matérielle, puisque ça a été créé après le moment du démantèlement du camp de Calais. Une aide matérielle d'urgence, puis on va dire une convivialité, une rencontre avec les gens. On n'avait rien à l'époque, on dormait à Paris. On a passé 33 jours dehors dans la rue. On n'avait vraiment rien. Alors en arrivant à Abbeville, on a pu compter sur Céline. Depuis un an, les deux demandeurs d'asile attendent une réponse, dans une région dont ils ignoraient tout. Au départ, ils s'imaginaient en Angleterre ou à Paris. Pour le moment, pas le choix, ce sera la Picardie. On veut s'installer ici. Je veux que ma famille me rejoigne ici. Qu'avec ma femme et ma fille, qu'on recommence ensemble notre vie ici, en France. Depuis l'été dernier, les services de l'État semblent débordés par ces nouvelles arrivées. Quelques citoyens spontanément ont pris le relais. Un réseau s'est créé, mais ça ne suffit pas toujours. Désolé, c'est la messagerie vocale Orange de 06. Le répondeur, encore et encore, le SAMU social est saturé. Les 3 Guinéens ne savent toujours pas s'ils dormiront à l'abri. Il est 22 h, enfin une réponse. Lapidaire. Monsieur, vous allez nous attendre à la gare Saint-Roch. À la gare Saint-Roch? Oui. D'accord, monsieur. Donc on doit bouger maintenant, il faut qu'on aille. Parce qu'ils vont venir dans 5 minutes comme ça, ou 10 minutes. Cela fait 1 mois qu'il erre ainsi. Il ne veut pas donner son visage, son nom. Il a peur que l'administration le reconnaisse et ne lui accorde pas l'asile. Et vous attendiez pas forcément à dormir dans la rue en arrivant en France? Non, je ne pensais pas que j'allais recevoir un tel truc en France quand même, étant un pays de droit, un pays de liberté. Et parce qu'on dit en France, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité même. Mais vous ne regrettez pas? Je pourrais dire que non. S'ils viennent nous prendre à la gare Saint-Roch, ils nous amènent dans un endroit. On passe la nuit là-bas jusqu'au matin. À 6 h pile, on sort encore. Et votre ami, là, ça fait 6 mois qu'il fait ça, vous, ça fait 1 mois? Oui. Vous imaginez faire 6 mois comme lui? Non. Sinon, ce serait affreux. Ce serait la pire des choses. Au loin, les bruits d'une fête étudiante. Les Guinéens, eux, dansent de froid.
L'hiver pourtant est loin. D'une minute à l'autre, le camion du 115 doit arriver. Mais les minutes sont longues. Les demandeurs d'asile commencent à s'inquiéter. Justice ensuite avec le procès de 3 Kurdes irakiens à Amiens, accusés d'avoir transporté des migrants et foncé sur des douaniers en 2016. C'est un procès remarqué. Dans le box, 2 Kurdes irakiens. Leur rêve d'Angleterre s'est stoppé net, près d'une aire d'autoroute au nord de la Somme. Ils étaient 11 dans cette voiture, irakiens et iraniens partis du Pas-de-Calais au petit matin, direction la Picardie. La méthode, c'était de descendre le plus possible la 28, se rapprocher, je pense, plus de la région rouennaise pour avoir moins de difficultés pour monter, à mon avis, dans un camion frigorifique sur un parking. Je pense qu'il y avait moins de contrôle, moins peut-être de patrouille à cet endroit-là. Mais sur leur route, un contrôle banal. Le conducteur accélère, blesse 2 douaniers, la voiture finira sa course criblée de balles. À son procès, l'un des Irakiens interpellés va parler. Il y a eu un échange d'argent au Kurdistan. Complètement, oui, qui est de l'ordre de 4 à 5 000 euros par personne passée. 10, ça fait 50 000. Les peines encourues sont moins lourdes que si vous passiez 10-15 kilos de cocaïne. Donc c'est beaucoup plus rentable de faire du trafic de personnes que trafic de drogue. Mais je suis convaincu que oui, c'est un réseau et que le principal prévenu dans cette affaire est spécialisé du trafic de migrants. Moins surveillé que le Nord et le Pas-de-Calais, la Picardie, une nouvelle porte d'entrée pour l'Angleterre. En revanche, la route s'arrêtera là pour ce passeur présumé, 5 ans de prison. Un peu plus loin, de jeunes migrants vont plaider leur cause. Une membre de RESF les accompagne. Mineurs, ils étaient pris en charge, logés, scolarisés. Aujourd'hui, les autorités contestent leur âge, ils risquent de tout perdre. On met en doute leur minorité, même quand ils fournissent des documents qui ont été authentifiés. Si ces documents, comme les actes de naissance par exemple, ne sont pas... Bon, il n'y a pas de photos, donc on leur demande des documents avec photos. Certains jeunes obtiennent leur carte d'immatriculation consulaire. Parfois, le juge remet en cause l'authenticité de la carte. Donc c'est vraiment le parcours du combattant, quoi. C'est vraiment à eux toujours d'apporter les preuves de leur identité. En face, on ne leur facilite pas le travail, quoi. C'est vraiment minable, quoi. Moi, j'ai honte de mon pays quand je vois ça. Enfin, le 115 est là. Mauvaise nouvelle, ce soir encore, il n'y aura pas de la place pour tous. La France, malgré, je dois devoir, je me sens en sécurité. Je me sens très en sécurité en France, à n'importe quel autre pays que j'avais traversé. À Amiens, depuis l'été dernier, il serait chaque nuit entre 20 et 30, comme lui, à vivre l'exil, dans la rue. Et pour beaucoup de ces migrants, la route s'est donc arrêtée dans la région. Pour les accueillir, 12 000 places, vous le voyez, ont été prévues dans 450 centres d'accueil et d'orientation des CAO partout en France. Alors, vous le voyez, les Hauts-de-France n'est pas la région qui accueille le plus de migrants dans ces CAO. Les Hauts-de-France, loin derrière l'Occitanie ou encore le Grand Est. À Arras, Mathilde Kachkovski et Sébastien Gurac ont suivi Nazir et Muntazir de la jungle à l'insertion. Pour eux, le rêve s'est réalisé, mais comment se sont-ils adaptés? Quel a été leur parcours depuis la fin de la jungle à Calais? Reportage. Chaque matin, ce même geste, un rêve devenu réalité. Je suis content quand j'ai balayé le blanc parce que je dois travailler. À 22 ans, Nazir revient de loin. Il y a un an, ce jeune Soudanais vivait dans la jungle de Calais. Aujourd'hui, il travaille en France pour la première fois et claque la porte à son passé. Comme ça, le sachet, tu le divises en 3. Hein. C'est des sacs de 10 kg. Et tu mets 1 kg 100. Dans les cuisines de l'hôpital d'Arras, entre deux tâches, des gestes de bienveillance. Si tu veux une autre spatule, des fois que ça va pas, je peux t'en chercher une plus. Ça va. S'il y a des fois, celle-là. Premier jour, ça a été beaucoup de travail, mais ça a été bien aussi, parce que j'aime bien bouger et j'aime pas rester comme ça et j'attends chose, il arrive à moi. Non, rien. Comme j'ai dit, rien de facile, mais tout c'est possible. Toujours aller de l'avant,
avec une ambiance au travail et des mots qui réchauffent le cœur. Depuis ça, le premier jour quand je suis arrivé, il est dit mon grand. Ah ouais, mon grand. Moi. Toujours je rappelle comme ça. J'aimerais bien qu'on ait dit ça. C'est vrai. C'est mon grand. Ici, son vécu force le respect et l'admiration. C'était émouvant de voir par quoi il est passé et ça laisse, ça fait réfléchir quand même à leur façon à les intégrer. Un premier pas réussi dans l'hôpital avec des projets plein la tête. Dans le futur, Nazir souhaite revêtir une blouse d'infirmier. C'est du gingembre que vous faites vous-même. Avec ça? Muntazir, lui, n'a pas encore la chance de travailler. Bien. On va se régaler alors. À 40 ans, ce Soudanais a pris ses marques dans son nouvel appartement. Oui, Jo. Il faut un gingembre. Une joie intense, partagée avec son éducateur spécialisé. Il y a au moins double. Pendant 2 ans, Muntazir a connu la boue et le froid dans la jungle de Calais. Tout ce que j'ai, tout ce que vous voyez là, c'était un rêve pour moi. Parce que vous savez, ce n'est pas évident quand vous vous déplacez d'un endroit à un autre, quand vous cherchez des solutions pour avoir des papiers, pour faire des demandes d'asile. Je me trouve chanceux, vous savez. Je ne sais pas comment dire ce que je ressens. Je me sens mieux. Je me sens bien. Libre et soulagé, mais avec la barrière de la langue, Muntazir continue d'être accompagné. Le français devient vite un casse-tête pour les papiers. Because your situation have changed. Now you are in formation. J'ai vraiment besoin d'aide. Je trouve auprès de moi des personnes attentionnées qui me disent ce que je peux faire, comment je dois le faire, comment je dois m'adapter à la vie française. Une relation enrichissante donnant-donnant. Alain apprend à Muntazir et reçoit aussi en retour. C'est le mot, c'est la résilience et le courage pour moi. Parce que quand on se met à la place de ces personnes, quand on agit en empathie avec ces personnes, on se dit que j'aurais cette force de caractère moi-même d'aller aussi loin dans la résilience. Je ne suis pas convaincu. Qui dit logement, dit aussi nouvelle responsabilité. Muntazir va payer son loyer avec le soutien de l'association La Vie Active, de quoi se sentir un peu plus français. Je fais la même chose que les Français. Par exemple, quand je vais à l'hôpital, je respecte la file d'attente. Je me sens français. Ouais. Ça va dans ton logement? Oui, ça va. Tu es venu payer ton loyer pour habiter en France? Un visage connu, des retrouvailles chaleureuses. Avant d'emménager seul, Muntazir a vécu au CAO de Croisilles. Le directeur du centre prend de ses nouvelles. C'est beaucoup d'affection parce que c'est aussi une histoire pour les salariés qui ont accompagné le CAO de Croisilles. C'est une histoire qu'on a souvent avec les personnes en difficulté, de savoir qu'à un moment, on a apporté un petit peu dans leur parcours. Après, à eux de se prendre en charge pour construire le reste de leur vie. Le patient sont 2 enfants. Depuis le démantèlement de la jungle, Nazir vit dans le centre d'accueil et d'orientation de Croisilles. Une chambre à lui, un cocon où il peut se reconstruire. Dans le programme, il y a le nombre de... Avant, ça parlait la vie en jungle, normalement. Mais maintenant, c'est plus comme l'hôtel 5 étoiles. Je suis ici bien, je mange bien. Et je dors bien, et je réveille le matin quand je dois mon travail, et tout va bien. En octobre, à Croisilles, l'arrivée des migrants n'était pourtant pas gagnée d'avance. Aujourd'hui, l'indignation de certains habitants a laissé place à l'affection. Tout va bien? Oui, et toi? Ça va bien, merci. Bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va? Impeccable. Forme? Impeccable toi aussi. Ça va. Il est bien accepté ici, Nazir. Lui, s'il est bien accepté, il fait quasiment partie du village maintenant. Caroline. Impossible de se promener sans être arrêté. Ça va. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Eh ben c'est bien.
Hey, jeune homme, on te va? Ça va? La forme? Ok, merci, à bientôt. Comme Nazir, ils sont une vingtaine de réfugiés soudanais à se reconstruire. Le CAO devrait fermer en septembre, le début d'une nouvelle page, d'une autre vie. Nazir et son optimisme à toute épreuve le conduire à loin, mais toujours avec humilité. Je suis arrivé en France, j'ai 1 an. Et 1 an, j'ai fait beaucoup de choses, vraiment, j'ai dit pas... C'est pas... J'ai pas imaginé il arriver tout seul, mais c'est moi, je dois essayer pour les choses y arriver. Je voudrais être étudiante. C'est à mon avis, je vais être étudiante pour plus tard et je dois travailler, je dois prendre la nationalité. J'espère quand j'ai des enfants, avec côté moi, c'est tout. Voilà, et depuis septembre, le CAO de Croisy est devenu un centre d'examen des demandes d'asile. Et en duplex de nos studios de France Télévisions à Paris, nous rejoignons notre invité. Merci Mathieu Tardis d'être avec nous. Vous êtes chercheur au Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors, il y a un mois, le président de la République, Emmanuel Macron, déclarait la chose suivante. « Je veux que l'on engage la refondation complète de notre politique d'asile et d'immigration. » Alors, le plan d'action présenté cet été par le gouvernement, tient-il cette promesse, Mathieu Tardis ? En partie, mais pas entièrement, puisque le plan d'action qui a été présenté en juillet dernier prévoit une augmentation du nombre de places d'accueil pour demandeurs d'asile en France, qui est le principal problème et qui est une des raisons pour lesquelles des campements dans les rues à Paris ou dans le nord de la France se créent. Donc il prévoit 8000 places supplémentaires, mais surtout ce que prévoit le président de la République, et c'était aussi les promesses du candidat Macron, c'est d'accélérer les demandes d'asile, le traitement des demandes d'asile. Alors ce sont des vieilles promesses, Jacques Chirac les avait déjà faites en 2002, déjà il avait promis de réduire la demande d'asile à 6 mois, première et deuxième instance. La demande d'asile a été quand même réduite au cours des 5 dernières années. Il y a encore des efforts à faire. Mais la question, en fait, Nous reviendrons sur ces délais, Mathieu Tardis. Merci beaucoup pour cette première intervention. Mais on vous retrouvera un petit peu plus tard dans ce magazine. Alors, comme Nazir, qu'on a vu il y a un instant, beaucoup aspirent à construire leur vie en France. Mais rien n'est acquis. L'année dernière, vous allez le voir, sur plus de 85 000 demandes d'asile, largement moins de la moitié ont été accordées. Alors, 1 an après le démantèlement de la jungle, de nombreuses questions restent en suspens. Cette opération spectaculaire était-elle la solution? La condition de vie des migrants s'est-elle améliorée? Des réponses humaines ont-elles été apportées? Voici des éléments de réflexion à travers ce reportage de Loïc Benech et de Nathalie Abraer. Se laver dans la rue, faire la queue par dizaines pour le seul repas du jour. Ces images tournées début septembre à Calais rappellent les conditions de vie dans l'ex-jungle à l'été 2016 et ses quelques 10 000 exilés. Insécurité, précarité, insalubrité, bien qu'ils soient 10 fois moins nombreux aujourd'hui, rien ne semble avoir changé, encore moins leur désir d'Angleterre. C'est actuellement très difficile. Tout le monde veut passer, mais ce n'est pas facile. C'est très dur. La pluie, et le gros problème, c'est la police. Ils ne veulent pas nous laisser tranquilles. Pour eux, la voie est actuellement ici sans issue. Calais, impasse de la crise migratoire. Nous avons posé la question aux plus proches voisins de l'ancien camp de la Lande. Pour moi, ils sont plus là, c'est un soulagement. Parce que ils traversaient la propriété toutes les nuits. Quand c'était pas dans la journée, ils arrachaient le grillage. Si on les empêchait de passer, ils nous caillassaient. Ça change complètement notre vie. Mais c'est pas vraiment du passé, parce que l'autre jour, on a pris la rocade, on avait encore peur de se faire attaquer. C'est plus toutes les nuits, mais ça recommence. Il n'y a plus de campement fixe, mais la zone industrielle des dunes, tout proche du stratégique port de Calais, reste convoitée, au grand dam des riverains.
Si, on est les oubliés. Hein. Ah, la jungle, elle est terminée, c'est rasé. Ils vont faire un parc pour les oiseaux, mais non, on a déplacé le problème. On déplace le problème. J'aurais pensé que l'État aurait tout de suite fait quelque chose pour que ça recommence, en fin de compte. Pourtant, dès l'hiver et les premiers retours de migrants dans la cité des Cibourgeois, l'État et surtout la ville se sont armés de divers arrêtés pour empêcher l'accès à des douches. Ou encore la distribution de repas proposés par les associations. Des associations accusées de créer un appel d'air néfaste sur Calais. Elles sont en provocation permanente, elles sont très largement financées, elles ont parfois du matériel, tellement de matériel qu'elles sont obligées de le donner ou de le jeter. Et donc ces associations à qui on donne toute puissance dégradent la qualité de vie de la population calaisienne. Pas de quoi décourager ces bénévoles que nous avons rencontrés sur le lieu de préparation des repas. Donc là, il y a 40 à 50 personnes qui travaillent pour la préparation. Depuis un an, ils ont dû faire davantage preuve d'adaptation pour accomplir leur travail humanitaire. Et même engager des juristes pour contre-attaquer. Si le Conseil d'État leur a donné raison, les associations estiment que les conditions de vie sont pires que du temps de la jungle. C'est l'humiliation en plus, quoi. Donc on a perdu le procès, on va vous donner de l'eau, mais on va le faire en vous traitant comme des moins que rien. C'est tout à fait stratégique de dire on va rendre la vie la plus difficile possible à toutes ces personnes qui sont ici, en espérant qu'ils vont partir. Mais bon, la vie difficile, ils connaissent déjà. C'est pas ça qui les fait partir, et la vie facile, c'est pas ça qui les fait venir non plus. La prise de risque pour monter dans un camion existe toujours, de jour comme de nuit, comme le prouvent ces images de vidéosurveillance. Vous voyez, ils vont monter là, et ils vont s'appuyer sur ce cadre-là, et ils grimpent au-dessus. Et une fois qu'ils sont au-dessus, ils vont lacérer la bâche pour descendre à l'intérieur. Et ça, forcément, le chauffeur, il ne peut pas le voir. Ces tentatives se feraient moins sur la rocade portuaire que sur les sites des entreprises de logistique voisines. Jean-Pierre Devigne a donc décidé de s'équiper en caméras infrarouges et autres barbelés. L'investissement, là, récemment, vous arrivez à le chiffrer Là, on va être entre 15 et 20 000 euros. Ça fait suite à ce que ça nous a coûté pendant la période de la jungle, où on était à quasiment 174 000 euros sur un an et demi, sur des bâches lacérées, sur des marchandises abîmées, sur des pare-brises explosés. Des méfaits bien connus d'Eugène, chauffeur depuis 5 ans, conscient d'être toujours la cible privilégiée sur la route pour l'Angleterre. Là, ici, la nuit, si je m'arrête, je suis sûr qu'il y en a un ou deux qui vont monter. Quand ils craquent des bâches, quelquefois, on retrouve dans les remorques. Il y en a qui ont plus ou moins, ils ont des cutters, ils ont de quoi. Donc, quand on fait des trous de bâche, tout ça, on rentre pas sereinement dans une remorque, quoi. On est sur nos gardes. Pas de soulagement pour les transporteurs, pas beaucoup plus de répit pour les forces de l'ordre. Le dispositif policier est resté extraordinaire par rapport à la taille de la ville, et pour cause. Le phénomène ne peut pas disparaître, ou alors il faut bouger l'Angleterre ou revoir les accords du Touquet. Donc les collègues, ça dépend où, les collègues de la PAF, la police des aires des frontières de Coquelles, dès le lendemain du démantèlement, on continue à avoir du travail, dans une moindre mesure, dans un premier temps, mais ça continue. Là, à l'heure où on parle, là au commissariat qui est derrière nous, on vient encore de ramener des individus, des migrants, qui ont commis des infractions de droit commun. Donc vous voyez, c'est moins soutenu qu'avant, mais c'est constant quand même. Je trouve que les directives venant du sommet de l'État sont claires. Il ne doit plus y avoir de raison de tenter sa chance depuis Calais. Il existe des centres d'accueil ailleurs sur le territoire. On continue à vouloir étanchéifier de manière très forte la frontière pour faire comprendre aux migrants qu'en effet, Calais n'est pas le point de passage pour l'Angleterre et que l'Angleterre n'est pas l'Eldorado rêvé pour beaucoup d'entre eux. En tout cas, de conseiller à ces personnes, ces populations migrantes, de leur dire que la frontière est la frontière et que le passage clandestin de la frontière présente pour eux des risques élevés. Ils prennent des risques pour eux-mêmes, on le voit tous les jours. Donc c'est de leur permettre, au contraire, de choisir une solution de mise à l'abri
d'abandonner cette vie où ils sont souvent les otages des passeurs. L'autre chose sur laquelle il a fallu travailler en 2017, c'est l'image de Calais. Des bulldozers ont fait leur apparition pour faire table rase du passé, plus particulièrement sur le site emblématique de la crise migratoire l'an dernier. Alors on verra un fossé qui sera restauré, la roselière qui sera restaurée également grâce à l'ouverture des milieux, et puis ce grand plan d'eau de 3 hectares avec cette falaise à hirondelles restaurée au milieu. L'objectif, c'est de retrouver une zone naturelle sur un espace qui a souffert de l'implantation d'un camp durant un an sur ces 20 hectares que constituent les terrains de l'ex-Lande de Calais. Le front de mer calaisien est aussi en pleine réhabilitation avec un enjeu vital, le retour des touristes. Avec les événements douloureux que nous avons vécus, eh bien, il fallait vraiment avoir, je dirais, un projet qui puisse être une histoire à raconter, mais qui change aussi l'image de Calais. Et donc, je pense vraiment que c'est à travers la culture, justement, qu'on est en train de modifier cette image. Nous accueillerons donc le Dragon de Calais sur le dernier trimestre 2019. Frapper fort, investir pour que Calais ne soit plus uniquement associé à la crise migratoire. Car en écoutant le périple de ces exilés, la situation ne semble pas là de s'arrêter. Quand j'étais en Serbie, on m'a dit « Si tu veux aller en Angleterre, va d'abord en France, puis à Calais. » Il y a Dunkerque et Lille. Vous savez, il y a plein d'endroits. Tout le monde essaye quelque part. Mais Calais, c'est ce qu'il y a de plus connu. C'est facile d'y venir. Calais n'est plus aujourd'hui le seul point de cristallisation des vagues migratoires en France. La volonté d'empêcher toute nouvelle fixation ici n'a peut-être jamais été aussi forte. Mais le démantèlement de la jungle à l'automne dernier, comme déjà en 2002 et 2009, n'a pas permis à la plus grande ville du Pas-de-Calais de s'éloigner du mythe britannique. Et traduction de ce parcours du combattant, vous allez le voir, la France est loin d'être en tête des pays qui valident les demandes d'asile, 13 fois moins que l'Allemagne, ce qui nous place au 13e rang européen des pays accueillant proportionnellement à notre population. Pourtant, depuis plus de 2 ans, Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, est confronté à une explosion du nombre des exilés. Début septembre, nous l'avons suivi jusqu'à l'extrême sud de l'Espagne avec des compagnons d'Emmaüs venus de toute la France. Il voulait alerter sur les dangers de la traversée méditerranéenne pour les migrants. Marie-Noëlle Grimaldi et Myriam Schelcher nous signent le portrait d'un maire pas tout à fait comme les autres. Nous sommes ici, à 2000 km de Grande-Synthe. Tarifa, la ville la plus au sud du continent européen, en Espagne. Une porte d'entrée pour de nombreux migrants d'Afrique noire, prêts à braver le détroit de Gibraltar. On est ici pour les morts, non pas des chiffres, comme disait l'abbé Pierre, on ne pleure pas devant des chiffres, mais des personnes humaines, nos frères et sœurs, des hommes, des femmes et des enfants qui traversent la Méditerranée au risque de leur vie. Depuis le début d'année, il serait 2500 à avoir disparu en tentant la traversée. Un drame dont Damien Carême a déjà fait l'expérience à Lampedusa en Italie. L'image qui me reste, c'est ces hommes, ces femmes et ces enfants qui sortaient avec un regard livide. Ils avaient vu la mort, ils étaient... C'était, voilà, ça reste gravé, c'est quelque chose d'assez énorme. Moi, il y a des choses que je n'imaginais pas, enfin, mais à la limite même, je suis là, mais je ne devrais pas, parce que la présence de migrants et la prise en charge des migrants, ça ne devrait pas être la collectivité. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, il faut faire à la place d'eux, parce que l'État n'est pas capable, et l'État ne prend pas le problème à bras-le-corps comme il faudrait. À l'automne 2015, le maire de Grande-Synthe affronte pour la première fois ces difficultés. Sur ce terrain vague, plus de 2000 migrants vivent dans des conditions effroyables.
Ils sont arrivés durant l'été, suite au blocage du port de Calais. Au fil des mois, les maladies et l'hiver s'installent. Il y a 200 enfants sur le camp, il y a 120 mères de famille, il y a des femmes qui sont sur le point d'accoucher sur ce camp-là. J'imagine pas un nouveau-né dans le camp actuel. Les réunions avec les autorités se succèdent, mais toujours pas de solution. Damien Carême décide alors d'ouvrir un camp contre l'avis de l'État et Médecins sans frontières apporte son aide. La Linière devient le premier camp en France qui respecte les normes du Haut Commissariat aux réfugiés. Des cabanons, du chauffage, des sanitaires et des repas distribués par les associations. 3 300 000 € ont été investis et la gestion coûte cher. 3 millions, moi, la mairie, c'est clair, elle ne peut pas les mettre, elle n'a pas les moyens et que donc je demande à l'État de venir nous aider et prenne en charge cette facture. Pour faire pression sur le gouvernement, le maire de Grande-Synthe profite de sa nouvelle médiatisation. Alors, faut-il canoniser Damien Carême? Ne dites pas qu'ils viennent profiter du système social, ils ne le connaissent pas. 3 mois plus tard, Bernard Cazeneuve conclut un accord. L'État reprend en main la gestion du camp. Ce qui m'a convaincu chez vous, c'est d'abord la force des convictions. La France demeurera la France aussi longtemps qu'il y aura des élus, comme vous. Damien Carême, une sacrée force de caractère. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Début septembre, à l'appel d'Emmaüs, il était prêt à braver le détroit de Gibraltar à la nage. Un défi pour souligner les dangers de la traversée pour les migrants. Le fait de ne pas être entraîné, justement, était pour lui un critère qui l'engageait à le faire. Et nous, on le dit, on se calme. Le maire de Grande-Synthe a finalement rejoint la trentaine de kayakistes de l'association. Vous êtes entraîné ou pas? Non. Pas en kayak, j'ai fait un peu d'entraînement en mer, très peu, pas suffisamment. L'important, c'est la symbolique qu'il y a autour de cette opération. Et dans cette aventure, son chef de cabinet le seconde. Il est un peu inconscient, le maire, quand même. Alors, pour rien vous cacher, un peu. Un peu, mais c'est à l'image du personnage. C'est-à-dire, voilà, fougueux et c'est vraiment un homme de conviction. Donc, voilà, c'est fait avec sincérité. Voilà, enfin, moi, je l'encourage en tout cas sur cette action-là. Elle est superbe. Mais le premier test est difficile. Depuis quelques jours, le vent s'est levé dans le détroit. L'équipe se fait bousculer par les vagues. Un échec. Même pour ceux qui ont l'expérience de la traversée. Ah bah oui, non, c'est juste impossible. Parce que là, il y a des conditions qui sont pas bonnes. Mais la pointe de Tarifa, c'est multiplié par 2. Parce que c'est un goulet, c'est juste pas possible. On n'est pas loin du bord et c'est déjà dur. On imagine dans le détroit, pourtant on voit les côtes marocaines là-bas, juste au fond. Et on se dit, c'est à portée de main, on peut y aller. Un peu comme tous ces migrants qui le font, et malheureusement, plus de 10 000, 15 000 y sont restés ces 3 dernières années. Tu ne peux pas traverser. Pourquoi? Parce que quand c'est comme ça ici, c'est 4 fois plus fort au large. Dans l'équipe, Mohamed est un de ceux qui a le plus de mal à renoncer. Il y a quelques années, grâce à des passeurs, il a affronté 3 fois le détroit depuis l'Afrique. Moins de 15 km en mer pour rejoindre l'Europe. Une éternité. On a vaincu l'enfer pendant 3h30, c'est l'enfer, oui. 5 minutes, ça fait, pour nous, ça fait comme 2 heures, 3 heures, parce qu'on pense à la mort à chaque fois. Tous les secondes, on pense à la mort, quand ça va arriver la mort, quand on va mourir. On ne pense même pas quand on va rentrer en Europe. On était plein de nuit, on ne voit rien, on ne voit même pas l'Europe, on ne voit rien. Alors il n'y a que le noir. En plus, le passeur, il n'arrête pas de dire ou mettre la tête en bas, ou pas personne qui se voit. On était environ 45 personnes, on était trop serrés. En plus, il y a les enfants avec nous, les femmes, les gens ils viennent un peu partout en Afrique. Vous étiez équipés, vous aviez de quoi vous protéger? Absolument rien. Ni gilet de sauvetage, ni rien. C'est impossible, tu ne vas pas oublier ça. C'est impossible parce que
Moi, le moment où j'ai payé le passeur, j'ai soit l'Europe ou soit le cimetière. Alors je ne pensais pas, non, c'est à 100%, je vais rentrer en Europe, non. Je dis peut-être ça va marcher pour moi, peut-être je vais mourir. À Tarifa, certains ont échoué ici, sur les hauteurs de la ville. Des tombes le plus souvent sans nom, juste un numéro et le pays d'origine. De son ultime souffle, il a eu quelques larmes. Il a dit en s'étouffant « Pardonne-moi, maman ». Les politiques sont responsables de ces morts? Oui, bien sûr, ils sont responsables. L'inaction politique est coupable, elle est meurtrière. Là, on a sous nos yeux les résultats des politiques migratoires qui n'en sont pas, d'une politique d'accueil qui n'en est pas. Et c'est révoltant, c'est triste, c'est... Voilà. Grande-Synthe ou Tarifa, deux lieux de passage au contexte différent. Cette année, près de 9000 migrants auraient rallié l'Espagne, 3 fois plus que l'année dernière. C'est vrai que ces derniers temps, nous avons vu débarquer davantage de personnes sur nos côtes. Mais ici, ce n'est pas un problème, parce que ceux qui arrivent sont tout de suite répartis ailleurs et ne restent pas ici. Tarifa n'est pas un lieu de fixation, donc la question de l'intégration ne se pose pas. Dans la ville, impossible de croiser les exilés. La police les emmène dans le centre d'internement des étrangers, une île forteresse. Alors ceux qui débarquent partent en courant, comme lors de cette arrivée spectaculaire en août, en plein milieu des vacanciers. Si vous ne le faites pas, moi je refais. Enfin clairement, je le dis parce que je ne supporte plus quoi. Et donc on fera. Donc, depuis l'Espagne, Damien Carême continue de mettre la pression au préfet par téléphone. Et moi là j'y vais moi, je ne tiens plus. Hein, donc, Avec l'État, le bras de fer est permanent. Suite au démantèlement de Calais, la Linière s'est retrouvée en quelques mois sous le feu des critiques. Le nombre d'exilés a explosé et les tensions entre communautés aussi. Au printemps dernier, c'est in extremis que Carême arrache un nouveau soutien du gouvernement. Et l'homme retient difficilement ses larmes. L'incendie a éclaté, des hommes ont brûlé des cabanes avec de l'essence et du feu. En dépit des efforts, le 10 avril, le camp de Grande-Synthe est incendié par des migrants en colère. C'est le retour à la case départ et l'évacuation générale. Des centaines de places sont débloquées en centre d'accueil, mais le bois du Puy-Touc devient le nouveau lieu de rassemblement sur la commune. C'est très difficile. La nuit, on a froid et il pleut tout le temps. Pour les enfants, ce n'est pas bon. C'est là qu'on prend notre douche, dans l'eau du lac, et qu'on lave nos vêtements. Mais pour les femmes, c'est compliqué. Elles ne peuvent ni se laver, ni aller aux toilettes pendant la journée, car elles ont peur qu'on les voie. Ici, près de 500 migrants se partagent 4 robinets d'eau potable. Et les opérations de police n'y changent rien. L'espoir, c'est bien sûr de passer en Angleterre et de vivre un minimum décemment. On voit aujourd'hui que c'est des conditions catastrophiques, que l'hiver commence à arriver, et franchement, c'est pas glorieux, quoi. La gale revient, enfin tout ça, et donc il faut vraiment agir et agir vite. Et donc, je voulais vous dire ma fatigue, je voulais vous dire ma colère. Tout ça, c'est des réalités à 2000 bornes d'ici. Il y a moins de soleil qu'ici, mais les émotions sont les mêmes. À Tarifa, entre 2 entraînements pour la traversée, la responsable d'Emmaüs Grande-Synthe et Damien Carême racontent leur quotidien avec les migrants. Ça fait 5 mois que ça dure, depuis la disparition du camp de la Linière. Moi, je ne suis pas calé, et donc je veux mettre en place. Et voilà, et si l'État ne le fait pas, je le ferai. Le maire de Grande-Synthe n'hésite pas à tacler ses homologues moins accueillants. Hashtag Natacha. Natacha Bouchard en tête.
car la maire de Calais redoute que l'implantation de douches attire les exilés sur sa commune. Petite mise en scène qui rappelle le passé d'artiste amateur de Carême. Vous avez gardé un petit côté clown? Oui, j'ai le rire facile, je suis bon public, j'aime beaucoup et puis j'aime bien la relation à l'autre. Oui, ça fait du bien, c'est des décharges aussi, à un moment, mais c'est très sérieux. La semaine en Espagne touche à sa fin. Le vent n'a pas faibli. La traversée du détroit est définitivement enterrée. L'équipe d'Emmaüs s'élance malgré tout pour 10 km le long des côtes. L'objectif est resté le même, rendre hommage aux migrants ballottés sur les mers du globe. Mais au fil des heures, plusieurs nageurs abandonnent. Et là, on prend un peu la mesure de leur traversée, quoi, qui est quand même qui est un gros truc, quoi. Ils risquent leur vie, quoi. Nous, on risque pas notre vie, hein. On est hyper encadrés, il n'y a que des gens bienveillants. Voilà, c'est toute la différence, quoi. Sur les flots, plus d'une trentaine d'Emmaüs de toute la France, avec en tête un maire, Damien Carême, et un seul rythme pour tous, celui des nageurs. C'est ça le collectif. On avance moins vite, mais on va plus loin. Il faut ramer, ici comme dans la vie. Il faut ramer quand on mène des dossiers, quand on porte des dossiers. Mais on y arrive, voilà, on va y arriver ce matin. Et c'est vrai aussi pour les combats qu'il faut mener. C'est pas toujours simple. Après 3h30 d'efforts, la plage de Los Lances se profile. La fameuse porte ouverte est là sur le sable, toujours debout. Le soulagement laisse place à l'émotion et à la joie. Vous en retirerez quoi? Une belle solidarité. Voilà, c'est aussi ce moment, regardez un peu derrière. C'est un grand moment de solidarité, un moment d'humanité. Et voilà, partagé avec les hommes et les femmes. Emmaüs voulait promouvoir la libre circulation des personnes, l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme. Damien Carême aura apporté sa pierre à l'édifice. Je ne conçois pas qu'on soit maire sans être militant. Fini. Moi, j'ai demandé si je pouvais être parmi eux parce que faire partie de ce symbole, je pense que c'est important. Qu'on puisse se joindre à ce mouvement, contrairement à ce que disait le ministre de l'Intérieur. Moi, je ne demande pas aux associations d'aller se faire voir ailleurs, d'aller voir leur savoir-faire ailleurs. Ils sont très présents à Grande-Synthe, la communauté Emmaüs. Je pense que c'est à moi un moment, en tant qu'homme politique, d'apporter aussi mon soutien à des initiatives comme ça-là, sur des choses qu'on partage, sur des valeurs qu'on partage ensemble. L'objectif, évidemment, avec ce passeport qui a été créé Ultime symbole, Emmaüs a remis ses quelques passeports universels. De la liberté de circulation. De quoi circuler librement, même s'ils n'ont aucune valeur officielle pour le moment. Je voudrais dire que je voudrais dédier ce passeport de la citoyenneté universelle à tous les migrants dans le monde. La misère et les guerres ne sont pas les seuls à provoquer les migrations. D'ici 2050, 250 millions de personnes pourraient s'exiler à cause des changements climatiques. Tu es un symbole à travers le travail que tu fais. Malgré les intimidations, malgré tout ce qu'on peut avoir comme pression, tu as décidé de braver l'autorité. Pas braver les lois, mais de dire que l'homme, nous sommes tous égaux. Et que les politiques le veuillent ou non, la question migratoire n'est pas près de s'effacer. Continue à travailler avec nous et nous sommes persuadés que cette misère reculera et que nous aurons un monde plus juste et plus solidaire. Merci, ensemble, continuons ce combat parce qu'il est loin d'être gagné, mais j'ai bon espoir, je suis optimiste et que ce que nous faisons aujourd'hui, ça va se répandre, ça va gagner l'ensemble de la société. Merci et continuons ensemble. Et on rejoint Mathieu Tardis, chercheur au Centre Migration et Citoyenneté de l'Institut français des relations internationales en duplex de Paris. Alors Mathieu Tardis, dans son projet de loi, Emmanuel Macron distingue réfugiés et migrants économiques. Est-ce que le débat se pose comme ça ? Non, à mon avis, il se pose
pas entièrement comme ça. C'est à l'OFPRA, qui est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, de déterminer si une personne rentre dans le cadre du droit d'asile ou pas. Mais la distinction, elle ne se fait pas en amont. C'est-à-dire qu'elle ne se fait pas forcément en amont de l'arrivée en Europe. On peut développer pour des réfugiés, il existe des mécanismes qu'on appelle de réinstallation, des voies d'accès légales et sûres vers l'Europe pour des réfugiés. Il faut les développer. C'est aussi un des projets de la France et de l'Union européenne et c'est très bien. Mais il ne faut pas opposer une population à une autre. Au final, on ne comprend pas très bien ce que M. Macron et son ministre de l'Intérieur mettent derrière ces termes-là. Et finalement, au final, ils parlent souvent des mêmes personnes. Alors, donc il faut être assez clair sur les termes et pas opposer une catégorie de personnes à une autre. On va voir, Mathieu Tardy, si vous le voulez bien, comment cette pression migratoire a évolué. On est passé d'1 million de migrants en 2015 à 390 000 personnes arrivant en Europe en 2016. Et en termes de demandes d'asile accordées, eh bien, la France est loin derrière l'Allemagne. L'Allemagne qu'Emmanuel Macron veut désormais prendre en exemple. Quel intérêt pour la France, Mathieu Tardis? L'intérêt de la France, finalement, il y en a peu. Il y a peu d'intérêt pour n'importe quel pays. On peut avoir un débat sur les bienfaits économiques, notamment de l'immigration. Ils sont plutôt réels. On n'est pas dans une compétition. La France a accueilli moins de demandeurs d'asile parce qu'il y a moins de demandeurs d'asile qui sont venus eux-mêmes en France. Alors ça peut être lié au facteur d'attractivité de la France et la question économique elle joue, la question politique joue beaucoup. La France a une image d'un pays assez dur sur les questions migratoires à l'étranger, donc les migrants ne viennent pas forcément en priorité ici. Et puis quand ils viennent ici, ils sont finalement mal reçus dans le sens où l'accès à la demande d'asile reste encore très compliqué à Paris, mais aussi à Lille par exemple. Il faut plusieurs semaines, voire des fois des mois pour pouvoir demander l'asile, et puis l'accès à un hébergement qui reste aussi très compliqué. Donc la France, l'intérêt de la France, c'est finalement une question d'image aussi, hein. On est le pays qui a avant inventé le droit d'asile dans sa forme moderne. Est-ce que l'on veut maintenir cette valeur dans le pays? Merci beaucoup, Mathieu Tardis, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheur au Centre Migration et Citoyenneté de l'Institut français des relations internationales. C'est la fin de cette enquête de région. Vous pouvez la revoir sur notre site internet France 3 Hauts-de-France. Vous pouvez aussi réagir sur notre page Facebook. À bientôt pour une prochaine émission.